Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Bonjour madame. Bonjour. Donc, je Bonjour suis madame. très Bonjour heureuse. madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Donc, nous sommes maintenant 28 étudiants, donc 29 participants à ce cours. Donc, je vais tout d'abord vous exprimer ma joie d'être parmi vous, même si c'est au travers d'un écran. Mais bon, j'espère que la situation va s'améliorer et que vous pourrez voir des enseignants donc directement au Vietnam. Mais bon, pour l'instant, on est obligé en fait de faire les cours en visu. Donc, on va aujourd'hui commencer le cours sur les matériaux inorganiques. Et plus précisément, on va parler des matériaux vitreux. Donc, en fait, ce cours fait partie donc d'un module donc qui est enseigné donc en master de chimie au Mans. Et dans ce module, on parle à la fois des matériaux vitreux, également des vitrocéramiques, mais également des matériaux cristallins. Donc, dans ce cours, on va uniquement parler des verres. Donc, je pense que vous avez tous les documents sur lesquels on va travailler. Donc, à la fois les diapositives du cours et puis donc les textes des exercices que l'on va donc voir ensemble pour illustrer les différentes parties du cours. Donc, je vais commencer donc le partage d'écran pour donc voir tout d'abord le contenu. Alors, est-ce que vous voyez le transparent, le premier transparent? Oui madame. Oui madame. Oui, c'est bon, d'accord. Donc, vous voyez que dans ce cours, on va parler donc à la fois donc de la composition d'un verre, quels sont en fait notamment les oxydes que l'on va choisir pour fabriquer donc ce matériau. On va voir quels sont les critères favorables, ce qu'on va appeler la faisabilité du verre. Vous voyez apparaître ce terme donc associé à la page 9. Et puis, on parlera également de la durabilité chimique du verre, à savoir, est-ce que le verre va résister donc à des milieux notamment aqueux, soit des milieux acides ou des milieux basiques. Alors, on parlera ensuite de l'élaboration des matériaux vitreux et on mettra donc en avant la notion de viscosité qui est en fait le paramètre donc fondamental pour pouvoir mettre en forme donc un matériau donc en verre. On parlera également des propriétés optiques, puisque la transparence, c'est vraiment la propriété que l'on met en avant donc, quand on va parler d'un verre, mais on verra que, on peut avoir donc des verres qui ne sont pas transparents dans le domaine visible, mais qui seront transparents, notamment dans l'infrarouge. On parlera donc de la coloration des verres, voir quels sont donc les composés que l'on peut donc introduire dans un verre pour leur donner une couleur. Et puis, je terminerai donc mon cours par différentes applications. On parlera donc des verres donc spéciaux comme des verres donc auto-nettoyants, des verres donc photochromes. On parlera des fibres optiques, puisque c'est un domaine très important pour tout ce qui est télécommunication par fibre optique. Et puis, on verra également un autre matériau qu'on appelle une vitrocéramique. Et on verra que cette vitrocéramique, elle aura à la fois les propriétés du verre et les propriétés donc du cristal. Et puis, comme vous le voyez,
on terminera donc par quelques mots sur une technique de synthèse de verre à basse température qu'on appelle la technique Solvay. Donc voilà pour la présentation donc de ce cours. Donc on verra à la fois donc les diapositives de cours et puis on verra donc des exercices pour ne pas faire 2 heures de cours en continu. Je sais que c'est difficile pour vous donc de vous concentrer sur uniquement des documents de cours. Alors, vous pourrez en fait prendre la parole si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas à demander si l'explication n'est pas suffisamment claire ou si vous pensez que je parle trop vite. Est-ce que pour l'instant, le débit est suffisamment lent pour que vous compreniez? Ça suffit, madame. C'est bon? Très bien. Donc, j'essaierai de continuer à parler lentement. Alors, on va donc commencer donc, le cours. Alors, si on veut bien démarrer. Voilà. Donc, on va commencer par une petite introduction. Alors, je vais prendre le surligneur pour que ça soit plus facile pour vous. Donc, une introduction sur, en fait, l'histoire du verre. Alors, déjà, il y a une erreur. Là, il n'y a pas de S dans l'intitulé. Donc, comme vous le voyez, en fait, le verre est un matériau très ancien, puisqu'on trouve, en fait, des objets en verre donc, qui ont été fabriqués au temps donc, des Égyptiens. Vous voyez, il y a très, très longtemps, plus de donc, 3000 ans, donc avant Jésus-Christ. Alors, l'existence donc des verres, eh bien, elle est liée au fait qu'on peut facilement trouver les matières premières du verre, qui sont notamment la silice et, comme on va le voir plus tard, des carbonates. Donc, les carbonates, que ce soit de calcium, de sodium. Donc, carbonate, vous savez, c'est l'ion CO3 2-. Donc, ces carbonates, eh bien, on peut les trouver donc, comme résidus donc, de coquillages. Donc, vous voyez, si vous prenez une plage, donc une plage beach en anglais, eh bien, il y a du sable, donc de la silice, et puis il y a des carbonates. Et donc, ça, c'est un mélange qui va permettre donc d'obtenir un verre. Alors ensuite, la technique donc de fabrication des verres s'est améliorée. Vous voyez que dès le 1er siècle après Jésus-Christ, on va voir apparaître la technique de soufflage du verre. Ensuite, alors un peu plus tardivement, donc vers le 14e siècle, on va commencer à fabriquer le verre plat. Donc ça, c'est le verre pour fabriquer des vitres pour les fenêtres. Donc, vous voyez, il y a en Lorraine, donc la Lorraine, c'est une région française où on a donc commencé la fabrication donc, du verre plat. Et puis, au XXe siècle, eh bien, on a mis en place donc des procédés de fabrication du verre en continu, soit pour fabriquer toujours du verre pour le vitrage, mais également des verres pour fabriquer donc des bouteilles. Et puis maintenant, donc au XXIe siècle, eh bien, on a beaucoup d'applications différentes sur les verres. Alors, on verra que on va utiliser des verres d'oxyde, mais pas uniquement. Et je parlerai également donc d'autres compositions vitreuses qui ont des propriétés donc très intéressantes. Donc voilà pour cet aspect donc historique. Alors j'ajouterais que on peut trouver dans la nature du verre, notamment donc près des volcans, puisque certaines laves, donc la lave c'est donc le mélange visqueux
qui provient des volcans peut en fait donner donc un verre. Mais on en reparlera dans un exercice de TD, de ce verre naturel. Alors, vous voyez apparaître donc les différentes propriétés importantes d'un verre, qui sont tout d'abord la transparence. C'est pour ça qu'on fabrique des vitres en verre. On peut également très facilement colorer un verre. Et on a donc des exemples, notamment avec les vitraux, donc que l'on va trouver dans les églises, notamment en Europe, avec différentes colorations. Et puis la troisième propriété importante d'un verre, c'est qu'on peut facilement le mettre en forme, notamment par la technique de soufflage de verre. Et donc, vous voyez, donc ici, une personne qui est en train donc de faire le soufflage du verre. Donc, cette mise en forme facile, eh bien, on verra qu'elle est directement liée à la variation de la viscosité en fonction de la température. Alors, dans le transparent que vous voyez, je vais donner quelques propriétés importantes du verre. Donc, tout d'abord, le verre est un solide, mais on peut préciser en disant donc que c'est un solide désordonné. Alors, pour le comprendre, ce qu'est donc le terme désordonné, eh bien, vous voyez, vous avez la structure donc du quartz. Alors, le quartz, c'est un cristal. Et la structure de la silice vitreuse. Donc, je vous rappelle, le quartz, c'est une variété donc de silice cristalline. Donc, on voit que, eh bien, on a donc une différence au niveau donc de la connexion des polyèdres de la silice. Alors, quand on parle donc de polyèdre, vous savez que le silicium, alors je vais prendre un autre stylet. Alors, je vais passer. Voilà. Alors, je vais faire un petit dessin pour vous donner donc la structure du silicium, donc qui est entouré de 4 oxygènes. C'est ce que l'on forme. Comment appelle-t-on ce polyèdre? C'est un tétraèdre. Oui, c'est un tétraèdre. Alors, il y a un petit trait qui est apparu en trop. Alors, donc, effectivement, c'est un tétraèdre. Alors, si vous regardez la structure, eh bien, le tétraèdre, vous allez le trouver, par exemple, ici. Alors, pourquoi on ne voit que 3 oxygènes qui correspondent au rond rouge? Eh bien, c'est parce qu'on va regarder le tétraèdre par en haut. Donc, on a un atome d'oxygène qui est au-dessus. Donc, vous avez ici les tétraèdres, donc ils sont connectés entre eux, mais de manière donc ordonnée. Au contraire, donc de la silice vitreuse, vous allez retrouver le même tétraèdre ici. Il y en a plusieurs, mais vous voyez que la connexion va être désordonnée. Donc, en fait, pour expliquer donc ici cette propriété, eh bien, on va dire qu'il y a absence d'ordre à moyenne et longue distance. Par contre, à courte distance,
eh bien, qu'on soit dans un verre ou dans un cristal, on a toujours les mêmes tétraèdres. Donc, à courte distance, donc la courte distance, c'est la liaison SiO, eh bien, on aura donc les mêmes polyèdres dans le verre et dans le cristal. Donc, c'est pour ça qu'on précise donc absence d'ordre à moyenne et longue distance. Donc voilà, tout d'abord, donc pour cette caractéristique du verre solide désordonné. Alors, on va ici indiquer que le matériau est isotrope. Donc, ça signifie qu'il a les mêmes propriétés dans toutes les directions. On a dit tout à l'heure que un verre, classiquement, donc, c'est un matériau donc transparent. Alors, souvent, on dit qu'il est transparent dans le domaine visible. Par exemple, quand on regarde donc une vitre. Par contre, vous pouvez en fait avoir des verres eh bien, qui vont être transparents, mais dans un domaine autre que le domaine visible. Alors, je vais afficher une image d'un verre. Vous voyez ici l'image donc d'un verre de chalcogénure. Donc, c'est un matériau vitreux, désordonné. Mais vous voyez qu'on a l'impression que l'on a un morceau de métal qui est opaque dans le visible. Donc, vous comprenez opaque? Opaque. Alors, je vais l'écrire. Donc, opaque dans le visible. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer la lumière visible. Par contre, eh bien, ce verre va être transparent dans l'infrarouge. Donc, on reviendra plus tard sur la notion de transparence. On verra comment caractériser la transparence d'un verre, notamment soit dans le visible ou dans l'infra. Alors, autre propriété, alors je reviens avec mon surligneur. Donc, c'est un matériau imperméable parce que c'est un solide donc continu. Donc, il n'y a pas de trou dans le matériau. Donc, on dira qu'il n'est pas poreux. Par contre, c'est un matériau qui est fragile. Alors, au niveau, en fait, de ses propriétés mécaniques, donc, on va dire qu'il est élastique. Donc, élastique, c'est lorsque eh bien, vous tirez sur le verre, mais il va reprendre la même dimension une fois que vous avez éliminé donc, la contrainte. Donc, ça, c'est valable jusqu'à la transition vitreuse. Donc, on reviendra sur cette caractéristique du verre, la transition vitreuse. Par contre, le terme fragile est lié au fait que, eh bien, vous allez en fait avoir un matériau qui va se casser brutalement. Donc, on va parler de rupture brutale, au-delà donc d'une certaine contrainte. Alors, cette rupture brutale, qui donne un matériau fragile, eh bien, en fait, on va l'associer à la vitesse de propagation d'une fissure. Donc, une fissure, c'est lorsque le verre va se casser. Donc, vous voyez la vitesse de fissuration. Donc, elle est de 1500 mètres par seconde. Donc, une fois qu'il y a le début
de fissuration, eh bien, le verre va se casser, donc, totalement. Retenez, donc, le verre est un matériau fragile. On peut dire qu'il est également donc un isolant thermique, donc c'est un mauvais conducteur. Donc faible conductivité, notamment que ce soit la conductivité électrique, donc on dit que c'est un isolant, ou la conductivité thermique. Donc voilà quelques caractéristiques du verre. Alors maintenant, on va regarder la composition du verre. Donc, vous voyez ici que la plupart des verres sont à base de silice. Vous voyez, 95% des verres sont constitués de SiO2, auxquels on va ajouter différents oxydes. Donc, vous voyez, vous avez donc SiO2, auquel on va ajouter, par exemple, un oxyde ici de l'alumine, Al2O3, et puis également des oxydes donc d'alcalin, par exemple Na2O. Vous connaissez la famille des alcalins. Ce sont donc les métaux qui sont dans la première colonne de la classification périodique. On peut également avoir des oxydes d'alcalino-terreux, et donc un mélange avec des proportions donc à définir va permettre de fabriquer un verre. Alors, vous voyez que vous avez la composition moyenne du verre qui vous est indiquée ici. Donc, principalement, on a la silice et ensuite, on va avoir donc les autres oxydes, les oxydes d'alcalin, d'alcalino-terreux et également donc d'alumine, c'est-à-dire Al2O3. Alors, si on regarde les matières premières, matières premières, vous comprenez le terme matière première? Ce sont les composés que l'on va utiliser pour fabriquer le verre. En anglais, c'est ce qu'on appelle les raw materials. D'accord? Alors, vous voyez que comme matière première, on va utiliser de la silice. Tout simplement parce que la silice, on va la trouver dans le sable. On a déjà parlé du sable tout à l'heure, qui est constitué donc principalement donc de silice. Vous voyez qu'on va trouver donc l'oxyde Al2O3 et vous voyez que on va également utiliser des carbonates. Donc j'ai parlé tout à l'heure des carbonates que l'on va trouver donc dans le sable puisque eh bien ce sont des résidus de coquillages. Les seashells, les coquillages sont constitués de carbonate de calcium. Alors pourquoi en fait on parle de matière première? Eh bien lorsqu'on va chauffer, alors je reprends mon stylet, si je chauffe CaCO3, qu'est-ce que j'obtiens? On obtient le CaO et le CO2. Oui, on va former donc l'oxyde plus CO2. Donc, vous voyez qu'on va bien se retrouver à la fin avec des oxydes. Donc, quand on va parler de verre d'oxyde, ce sont en fait des mélanges, donc ici, d'oxyde métallique. Vous voyez qu'on peut également utiliser de la soude. Alors, la soude, même chose. Si je la chauffe, eh bien, je vais obtenir l'oxyde de sodium, Na2O, dont on a parlé tout à l'heure ici, plus de l'eau. Donc là, si je veux écrire la réaction, donc ça serait
Donc, ici, 2 NaO, H donne Na2O plus H2O. Donc, ces matières premières, vous voyez, elles vont se transformer par chauffage en oxyde. Alors, si je regarde à nouveau la liste des composés, donc vous voyez, il y a d'autres oxydes, donc notamment l'oxyde de plomb. Donc, on verra que c'est important pour notamment augmenter l'indice de réfraction. Donc, on verra un exemple tout à l'heure. Et puis, d'autres oxydes pour donc, avoir des propriétés donc, spécifiques. Alors, maintenant, on va essayer de classer ces différents oxydes. Donc, vous voyez apparaître les termes d'oxyde formateur, intermédiaire, modificateur, que vous allez retrouver ici, classés en fonction de l'énergie de liaison. Donc, un formateur, eh bien, c'est un composé dans lequel les énergies de liaison sont fortes. Vous voyez, supérieures à 100 kilocalories par mol. C'est le cas, par exemple, de la silice et SiO2. De l'autre côté, quand vous avez des énergies de liaison faibles, donc énergie de liaison faible, c'est-à-dire inférieure à 60 kilocalories par mol, on va voir apparaître des modificateurs. Et un exemple de modificateur, eh bien, c'est l'oxyde alcalin, par exemple Na2O. Et puis, intermédiaire, entre 60 et 100, eh bien, on va trouver des oxydes intermédiaires. Donc ça, c'est un classement donc important quand on va parler des verres et on va voir comment ça se traduit sur la structure des verres. On va en parler tout à l'heure. Donc ce critère d'énergie de liaison, eh bien, c'est ce qu'on appelle donc le critère de Sun. Vous voyez apparaître ici. C'est en fait l'énergie de liaison. Un petit peu de temps à s'écrire. Donc, l'énergie de la liaison. Donc, ici, ça serait la liaison métal-oxygène. J'attends que ça apparaisse. Donc, cette énergie de liaison, elle permet donc de faire ce classement. Donc, voilà pour la présentation donc, des constituants du verre. C'est-à-dire les oxydes qui donc, eh bien, vont servir à fabriquer donc, un matériau vitreux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier transparent? Donc, vous voyez qu'il faut connaître la classification périodique pour savoir quels sont donc les différents oxydes, soit des oxydes donc modificateurs, donc des oxydes alcalins, alcalinotéreux. Il faut savoir donc les placer dans la classification périodique. Alors, je vais gommer un petit peu. Bon. Donc, vous voyez que j'ai indiqué qu'il existe d'autres verres qui sont en fait des verres qui ne sont pas fabriqués à partir d'oxydes, mais à partir d'autres composés. Alors, je vais changer la couleur. Vous voyez, on peut prendre en fait des fluorures. Donc, un fluorure métallique, c'est l'association de l'ion F-.
avec donc des cations métalliques, ion fluorure, F-. On peut également avoir des verres de chalcogénure, donc famille des chalcogènes. Alors, je vais les écrire. Donc, les chalcogènes, c'est par exemple S2-. Donc, c'est l'ion. Comment vous appelez cet ion? Le soufre au degré d'oxydation -2. Comment appelez-vous cet ion? C'est l'ion sulfure. Oui, c'est l'ion sulfure. Donc, alors, le soufre fait partie de la famille des chalcogènes. Et dans les chalcogènes, si vous regardez la classification périodique, donc vous avez différents éléments. Ça met un petit peu de temps à s'écrire. Donc, vous avez de l'oxygène, du soufre. On va s'écrire, voilà, le soufre. Ensuite, on a le sélénium et le tellure. Donc, en fait, les chalcogènes, eh bien, ce sont les éléments soufre, sélénium et tellure. Et on fabrique des verres, donc, à partir de ces composés, alors toujours associés à des métaux. Et tout à l'heure, je vous ai montré donc un verre de chalcogénure. Donc, les propriétés importantes de ces verres, eh bien, c'est d'être transparent dans l'infrarouge. Alors, on peut également trouver des verres métalliques. Pardon. J'ai appuyé trop vite sur ma tablette. Alors, attendez un petit peu. Donc, en fait, si je continue la liste des différents verres, autres que des verres d'oxyde, donc vous avez les verres métalliques. Donc, on arrive en fait à fabriquer donc, des métaux donc, qui ont une structure désordonnée. Alors, ce sont des verres donc, qui sont apparus au XXe siècle. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Parce qu'il faut vraiment faire des trempes, c'est-à-dire diminuer très rapidement la température. Donc ça, je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, on a également donc, des verres organiques. Donc, vous avez sûrement eu un petit cours donc, de polymères, notamment avec des matériaux tels que le polyméthacrylate, donc un certain nombre de composés organiques qui peuvent donner donc ici des verres. Alors maintenant, on va donc revenir sur le critère de Son qui permet de classer les oxydes sous forme de formateurs, intermédiaires, modificateurs. Donc vous avez ici donc un tableau donc qui vous présente le critère de Son donné par l'énergie de liaison. Ici. Alors, pour le calculer, eh bien, on va devoir considérer la réaction de dissociation de l'oxyde. Alors, on va considérer ici, vous voyez, réaction énergie de dissociation. Donc, si je prends la silice, eh bien, je vais calculer l'enthalpie donc de la réaction consistant à détruire les liaisons entre le silicium et l'oxygène.
Donc, vous voyez, je vais former du silicium gazeux et de l'oxygène gazeux monoatomique. Alors, pourquoi j'ai pris les composés à l'état gazeux? Pour qu'il n'y ait plus de liaison formée entre les atomes. Donc, on a des atomes gazeux monoatomiques. Donc, ça, c'est la réaction à considérer pour calculer l'énergie de dissociation. Donc, vous avez un autre exemple avec l'aluminium, mais le principe est le même. Donc, on a formation d'aluminium gazeux et d'oxygène gazeux. Donc, une fois que vous avez calculé cette énergie de dissociation, eh bien, on va la diviser par la coordinance. Donc, ce que j'ai appelé Cn, c'est donc ce qu'on appelle en anglais le coordinate. Alors, je vais l'écrire avec un autre stylet, que sans ça, ça va pas être très visible. Alors, je recommence pour écrire. Donc, ici, c'est N, donc coordination number. Donc, c'est ce qu'on appelle en français la coordination. Après, je recommence pour écrire correctement. Donc là, coordination. Vous avez eu un cours de cristallochimie. Vous savez ce qu'est la coordinance. Vous avez déjà entendu parler de ce terme. Donc, en fait, cette coordinance, vous la trouvez ici. Donc, bien sûr, si on prend la silice, vous retrouvez la coordinance 4. Quand j'ai dessiné le tétraèdre. Donc, voilà, en fait, toutes les informations qui vont permettre de classer les différents oxydes, soit en tant que formateurs, intermédiaires ou modificateurs. Donc, quand vous allez former un verre, il faudra forcément qu'il y ait un formateur. Le formateur permet de former le verre. Vous voyez, cette notion, elle est importante. Alors, juste, si vous regardez le petit tableau qui est en dessous, c'est juste en fait les données thermodynamiques qui vont vous permettre de calculer les enthalpies de dissociation. Donc, vous pourrez faire un petit calcul pour retrouver les valeurs donc, du tableau. Donc, prendre ici ces valeurs et voir si vous retrouvez la valeur de l'énergie de la liaison par rapport aux définitions que je vous ai données. Et puis, je vous ai indiqué ou rappelé que une calorie est égale à 4,18 joules. Donc, vous pourrez essayer de vérifier que vous retrouvez bien les données du tableau. Alors maintenant, on va regarder en fait l'aspect de la température de fusion, qui est un paramètre important pour les verres. Donc ici, vous avez donc un diagramme d'équilibre solide-liquide associé au mélange SiO2 Na2O. Est-ce que vous avez déjà étudié ces types de diagrammes? Est-ce que vous connaissez comment utiliser ces diagrammes? Non? Oui? Donc, je vous rappelle que ce qui est important donc, sur ces diagrammes, c'est ce qu'on appelle la courbe du liquidus, qui apparaît ici.
qui va séparer donc le liquide donc d'un état où vous aurez à la fois donc un solide à liquide, c'est-à-dire en dessous du liquide, de la courbe du liquidus, eh bien vous faites apparaître des composés cristalliques. Donc ce qui est important donc par rapport à cette courbe du liquidus, eh bien c'est de trouver des minimums, c'est-à-dire des points correspondant à une température de fusion basse. Et ces températures de fusion basse, donc en français on dit un bas point de fusion, mais point de fusion c'est égal à la température de fusion. Donc basse, hein, c'est la même chose. Eh bien, en fait, on va les trouver au niveau des mélanges qu'on appelle des mélanges eutectiques. Vous connaissez ce terme, eutectique? Donc, un eutectique, donc c'est un mélange à bas point de fusion. Donc, vous allez en fait le trouver donc, en 2 points ici. Vous en avez également un ici, vous voyez, d'autres ici. Alors, ce qui va en fait nous intéresser par rapport à des compositions vitreuses, eh bien, ce sont en fait les 2 mélanges qui sont ici. Alors, pourquoi? Parce que, eh bien, ces 2 mélanges, vous avez une proportion élevée de formateurs. Vous voyez, vous avez jusqu'à, donc ici, sur ce composé, vous avez 62% de formateurs. Sur celui-ci, vous avez pratiquement 75% de formateurs. Donc, si vous voulez former un verre, vous devez avoir majoritairement du formateur. Donc, ici, majoritairement de la silice. Ce qui ne sera pas le cas de ce composé. Vous voyez, vous avez à peu près 7% de silice. Donc ça ne va pas former un verre. Même si la température de fusion du mélange est faible. Donc, on s'intéresse ici donc, à des mélanges eutectiques dans lesquels le pourcentage de formateurs, donc formateur, la silice et SiO2, est élevé. D'accord? Donc, on voit que quand on ajoute Na2O, eh bien, on va diminuer la température de fusion parce que pour la silice pure, vous voyez, c'est 1710 degrés. Quand on ajoute Na2O, eh bien, on arrive à 790 degrés ou 792 degrés. Donc, l'intérêt, en fait, de Na2O et de manière générale, les oxydes alcalins ou les oxydes alcalino-terreux, c'est de diminuer la température de fusion. Donc, en fait, on va dire que Na2O est un fondant. Alors, je repars ici. Donc, je vais écrire le terme. Donc, c'est un fondant parce qu'il va aider à faire fondre la silice. Donc, voilà ce terme important pour l'industrie verrière, hein, c'est de toujours essayer de diminuer la température de fusion. Alors, on peut également avoir des diagrammes plus compliqués. Et vous avez ici un diagramme, vous voyez un diagramme ternaire avec toujours SiO2, Na2O et CaO. Alors, dans ce diagramme, ce qui est important, c'est de trouver en fait le point de fusion le plus bas. Vous voyez qu'il se situe ici, vous voyez le petit point bleu. Donc là, en fait, on a
ce qu'on appelle l'eutectique ternaire. Donc, vous voyez le nom ici, eutectique ternaire. Je vous ai donné la composition. Vous voyez qu'on a encore diminué la température. On arrive à 750 degrés. Donc, souvent, plus on mélange donc, des oxydes différents, plus, en fait, on diminue la température donc, de fusion. Donc, voilà, en fait, ces exemples qui vous montrent eh bien, l'intérêt d'ajouter donc, ces oxydes, soit alcalins ou alcalino-terreux, pour diminuer la température de fusion. Alors, pour prendre en compte ici ce paramètre de température donc, de fusion, eh bien, en fait, on utilise un autre critère pour en fait faire le classement donc des différents oxydes, toujours modificateur, intermédiaire, formateur. Vous voyez que on fait apparaître un nouveau critère, j'appelle le critère de Rawson. Donc, sa définition, c'est l'énergie de liaison sur la température donc, de fusion. Plus la température de fusion est grande, plus le paramètre de Rawson sera petit et moins on aura de chances de former un verre. Puisqu'on vient de voir que ce sont les mélanges à faible température de fusion qui vont plus facilement donner un verre. Donc, on va ici rajouter donc ce paramètre température de fusion pour faire le classement. Donc, vous voyez les valeurs donc, qui apparaissent. Donc, le formateur, ça sera pour des valeurs de ce critère de Rawson supérieur à 0,05. Et puis, un modificateur, ça sera inférieur à 0,03. Donc, voilà, en fait, ce classement avec cet autre critère. Alors, je vais donner, en fait, deux exemples pour montrer l'intérêt de ce critère de Rawson par rapport au critère de Sun. Je vous rappelle, le critère de Sun, on considérait uniquement l'énergie de liaison. Donc, je vais regarder, vous voyez, les deux exemples, donc ZRO2 et TeO2. Alors, si on prend donc le cas de ZRO2, eh bien, en fait, on voit que par rapport à la silice, on a des valeurs beaucoup plus faibles. On voit que ZRO2 eh bien, serait en fait plutôt classé en tant que modificateur. Donc, ça montre des rôles très différents pour ces composés, alors que si on regarde uniquement le critère de Sun, eh bien, on n'avait pas une différence aussi importante. Vous regarderez la liste, le tableau précédent, vous verrez qu'on n'arrive pas à faire trop de différence entre ces deux oxydes, alors qu'avec le critère de Rawson, eh bien, on va séparer donc un vrai formateur, SiO2, de ce composé ZRO2, qu'on va ici qualifier donc de modificateur ou d'intermédiaire. Parce que, eh bien, ZRO2 a une température de fusion élevée, ce qui n'est pas un critère favorable pour former un verre. Vous voyez l'intérêt d'avoir rajouté donc ce critère. Alors, si je prends maintenant l'autre oxyde, TeO2, donc c'est l'oxyde de tellure, eh bien, lui, à l'inverse, on va en fait le retrouver classé en tant que formateur. Vous voyez la valeur 0,068, donc supérieur à 0,05. Alors que si je prends uniquement l'énergie de liaison, eh bien, il aurait été plutôt classé en tant que composé intermédiaire, voire modificateur. Donc ici, TeO2 est classé en tant que
donc formateur, avec ce critère de Rawson. Et effectivement, on peut former un verre avec TeO2. On dit que TeO2 est vitrifiable, ce que ne laisse pas apparaître le critère de Rawson. Vous voyez l'intérêt donc de critère de Rawson qui est plus en relation avec ce que l'on observe expérimentalement. Donc, on peut dire que le critère de Rawson est plus intéressant que le critère de Sun parce qu'il prend en compte à la fois l'aspect donc énergie de liaison et température de fusion. Donc, vous aurez toujours à disposition cette table, ce tableau, et ça vous permettra de voir quel est le rôle des oxydes quand on vous donne une composition donc vitreuse. Alors, dans la suite, on va regarder donc l'influence de ces différents termes, modificateurs, formateurs, au niveau de la structure du verre. Donc, vous voyez qu'on va s'intéresser donc à la silice, qui va être notre point de départ. Donc, la silice, vous voyez, je l'ai écrit comme ceci. Donc, j'ai fait apparaître 4 oxygènes autour du silicium. Et puis, les tétraèdres de silicium, ils sont connectés par sommet. Vous voyez apparaître ici. Donc, ça, c'est un sommet commun. À 2 tétraèdres. Donc, c'est ce qu'on va appeler un oxygène pontant. Alors là, je vais utiliser le terme anglais. Donc, pontant, un pont en anglais, c'est bridge. Donc, je vais parler de bridging oxygène. Il manque un G. Ici. Donc, un oxygène pontant. Donc, ça, c'est important, ce terme pour la suite. Donc, ici, je vais ajouter un modificateur. Donc, ce modificateur, je vais prendre, par exemple, Na2O. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute un modificateur? Mais vous voyez qu'on va rompre des liaisons. Alors, je vais faire apparaître avec une autre couleur. Donc, vous voyez, je vais rompre, par exemple, cette liaison ici pour former, des liaisons SiO de chaque côté, ici. Alors, si, en fait, l'oxygène a une seule liaison, en fait, pour l'équilibrer, on va devoir mettre une charge moins. Donc, vous voyez, vous avez SiO- qui apparaît. Alors, ces nouveaux oxygènes, donc, qui ne sont plus connectés, qui ne connectent plus, en fait, les tétraèdres, on va les appeler des oxygènes non pontants. Alors, je vais reprendre la couleur vert. Donc, je vais parler de NBO pour non-bridging et puis oxygène. Voilà. Donc, vous voyez, différents oxygènes donc, qui apparaissent lorsque l'on va donc ajouter un modificateur. Alors, j'ai parlé donc de la charge moins qui apparaît sur l'oxygène non pontant. Et cet oxygène, il faut qu'il soit donc neutralisé par une charge positive. Et donc, vous voyez que j'ai ajouté Na+. Donc, il va venir équilibrer
la charge moins donc de l'oxygène non pontant. Donc, on va ici dire que le modificateur, eh bien, il va rompre les liaisons du réseau de la 6. Alors, le réseau, ce sont les tétraèdres qui sont connectés entre eux. C'est ce que je vais appeler le réseau vitreux. Donc, en fait, le modificateur va casser ces liaisons, donc va rompre le réseau. Alors, au niveau, en fait, des liaisons formées, donc la liaison SiO-Si, c'est une liaison donc covalente. Et quand on va ajouter donc ici le modificateur, eh bien, on va voir apparaître des liaisons ioniques. Donc, la liaison ionique, c'est la liaison entre l'oxygène non pontant et le sodium. Donc, entre Na+ et O-. Donc là, on aura une liaison ionique. Et cette liaison ionique, eh bien, en fait, elle va rendre le verre plus soluble dans l'eau. Vous savez que quand vous avez un composé ionique, souvent on dit que c'est un composé soluble. Un composé covalent, c'est un composé plutôt insoluble dans l'eau. Bien là, on va retrouver donc ces mêmes propriétés. Alors maintenant, on va voir comment écrire l'équation correspondant à ce schéma. Alors, je vais effacer ici les définitions pour avoir plus de place. Alors, ici, vous avez donc l'équation de la réaction. Alors, on va tout d'abord rappeler pourquoi j'écris. Alors, ici. Donc, pourquoi j'ai écrit SiO4/2? Pourquoi j'ai divisé par 2? J'ai écrit SiO4, donc ça, c'est la formule du tétraèdre. Et vous voyez que les oxygènes, eh bien, j'ai divisé par 2 leur nombre. Pourquoi? Je pense que parce que l'oxygène est faire un bond, alors il partage leurs électrons avec le silice. Oui, très bien, très bien. Ouais. Donc, on voit bien que SiO4/2, bah, ça redonne SiO2. Il a la formule donc, de la silice. Donc, on ajoute Na2O et donc, on va maintenant écrire eh bien, donc, la structure du polyèdre qui est formé à droite. Donc, ici, on va avoir 1, 2, 3 oxygènes qui sont connectés à d'autres siliciums, donc oxygène pontant, donc qui compte pour 1,5. Donc, j'en ai 3 qui comptent pour 1,5. Et puis, j'ai un oxygène non pontant, NBO, qui, lui, eh bien, va compter pour 1, puisqu'il ne partage pas donc, l'oxygène avec un autre silicium. Donc, il compte pour 1. Donc, une fois qu'on a écrit ceci, eh bien, on va calculer la charge. Donc, la charge, alors, si je réécris la structure, donc j'ai SiO 3/2 O. Donc, le silicium, degré d'oxydation plus 4. L'oxygène, degré d'oxydation, le degré d'oxydation de l'oxygène, c'est, dans les oxydes, c'est -2. -2, voilà. Donc, bien sûr, -2 ici. Donc, si je fais le calcul, j'ai donc, pour les charges négatives, donc, -2 multiplié par 3 divisé par 2, donc ça fait -3, plus une charge -2, donc 5 charges moins, une charge plus, donc ça vous donne bien, au final, une charge moins. Qui
qui doit être équilibré avec Na+. Donc, vous voyez que cette équation, elle traduit bien donc la structure que j'ai donc dessinée. Alors, vous avez ici donc une remarque concernant donc le pourcentage d'oxygène non pontant. Donc, on voit que plus le pourcentage d'oxygène non pontant augmente, moins les polyèdres sont connectés. Donc, on peut simplement dire que eh bien, le pourcentage de NBO, donc d'oxygène non pontant, eh bien, va permettre de mesurer le taux de polymérisation du verre. Même si polymérisation, on l'utilise plutôt en chimie organique, mais là, on peut également l'utiliser puisque on va étudier la connexion donc des polyèdres ici, donc du silicium. Alors, j'ai rajouté une petite illustration, un petit dessin que vous n'avez pas sur votre transparent. Donc, vous avez juste une vue en 3 dimensions de ce que j'ai écrit ici. Donc, vous trouvez bien vos 2 tétraèdres connectés par sommet avec la rupture donc de cette liaison pontante SI-OSI et qui va vous donner donc vos 2 oxygènes non pontants équilibrés ici avec les ions Na+. Donc ici les charges moins donc sur les 2 ions oxygène. Donc c'est juste une petite illustration en complément du schéma que je vous ai donc donné. Donc ça, c'est en fait ce qui se passe quand on ajoute un modificateur. Donc, il nous reste à voir l'influence d'un intermédiaire sur la structure du verre. Donc ici, on va donc s'intéresser à l'ajout d'un intermédiaire. Donc, je vais repartir donc, de la structure que l'on vient de voir ici. Donc, vous la retrouvez identique, auquel je vais ajouter donc comme oxyde intermédiaire l'alumine, Al2O3. Donc, vous voyez que l'aluminium va venir se remettre là où il y avait en fait des oxygènes non pontants. Donc, pour reformer des liaisons qui seront des liaisons covalentes, la liaison aluminium-oxygène est une liaison covalente. Et donc, au niveau de la charge, donc on va voir tout à l'heure qu'on a une charge moins autour donc, de l'aluminium, donc équilibrée avec une charge plus. Donc ici, vous voyez que je n'ai besoin que d'un atome de sodium, Na, alors que j'en avais 2 au départ. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté pour équilibrer plus un demi de Na2O. Parce que j'ai utilisé un seul atome de sodium pour écrire ma structure. Alors, donc vous voyez ici que j'ai indiqué que l'intermédiaire donc s'insère dans le réseau du formateur. Donc le formateur, ce sont les tétraèdres SiO4 et il va reformer des liaisons covalentes. Donc, ça veut dire que le verre, eh bien, si on ajoute ce composé intermédiaire, il sera moins sensible à l'attaque par l'eau, puisqu'il y aura moins de liaisons ioniques. Alors, on peut regarder l'écriture de cette équation. Donc, vous voyez qu'on reforme donc, les liaisons covalentes, c'est ce que je vous expliquais ici. Alors, au niveau de l'équation, donc ici, on avait donc la formation de ce groupement AlO4. Vous voyez que chaque oxygène est pontant, donc 4 oxygènes pontants comptent pour un demi. Au niveau de la charge, donc l'aluminium
Alors, je vais reprendre mon petit stylet. Donc, l'aluminium, c'est le degré +3. L'oxygène, le degré -2. Donc, on a ici 4 multiplié par 2 divisé par 2. Donc, on a 4 charges moins, 3 charges plus. Donc, on a bien une charge moins qui apparaît sur ce groupement, équilibré avec un ion Na+. Par contre, ici, tous les oxygènes sont contents. Alors, pourquoi en fait j'ai ici ajouté 2 SI? C'est parce que on va se retrouver avec ici l'équivalent donc de 2 silicium et également de 2 aluminium. Parce que je suis partie de Al2O3 et puis vous voyez que j'ai bien 2 sodium, 2 NaO. Donc j'aurais pu supprimer, mettre 1 SiO2 et puis mettre 1 demi et 1 demi. Et là, je supprimais le terme 2 qui correspondrait à mon équation. Parce que j'avais mis 1 demi de O2 et puis 1 demi de Na2O, puisque j'ai enlevé 1 demi de Na2O à droite. Donc, vous écrivez l'équation comme vous voulez. L'important, c'est qu'il faut retrouver le nombre d'atomes, donc équivalent à gauche et à droite de votre équation. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Donc, vous voyez l'importance donc de ces notions de modificateurs intermédiaires. Elles permettent de comprendre la structure du verre, notamment avec ces liaisons soit covalentes ou soit ioniques qui auront des conséquences importantes à la fois sur la résistance de l'eau, la résistance du verre par rapport au milieu aqueux, et on verra également que ça aura une importance sur la viscosité du verre. Alors, on va juste regarder ce transparent et ensuite on fera un des exercices qui a été proposé. Donc, vous avez ici donc la description donc du mécanisme pour obtenir un verre. Donc, vous voyez apparaître le terme trempe. Donc, la trempe, ça correspond à un refroidissement rapide. Et ça va permettre de figer les atomes à l'état liquide. Et vous voyez que, eh bien, on va parler ici de verre comme étant un liquide figé. Vous savez que dans un liquide, eh bien, les atomes sont donc ici placés de manière désordonnée. Un liquide, c'est un composé donc désordonné, et donc on va en fait figer donc ces positions, qui va en fait permettre d'expliquer que eh bien le verre est un liquide figé. Donc voilà pour ici cette définition, la définition donc de la trempe et puis donc de liquide figé qui en est la conséquence. Alors maintenant on va voir en fait quel est le critère important pour réussir à obtenir un verre quand on va faire donc ce refroidissement. Donc, vous avez ici 3 composés, 3 substances, leur température de fusion et la viscosité à la température de fusion. Donc, vous voyez que les valeurs sont très différentes et on voit qu'il y a la silice qui est parmi les 3 le seul qui permet d'obtenir un verre. Mais vous voyez, il y a une viscosité très élevée à la température donc de fusion. Donc, on va dire très simplement que eh bien, une forte viscosité à la température de fusion va être un critère favorable pour former un verre. Alors, au niveau en fait de la notion de viscosité,
vous voyez que vous avez un petit schéma, hein, où vous comparez donc l'eau et le miel. Donc le miel, c'est un liquide très visqueux. Et en fait, la viscosité du miel, c'est à peu près la viscosité donc, de la silice fondue. Alors, je vais écrire, pardon. Mon stylet. Donc, viscosité de SiO2 à la température de fusion, c'est à peu près la viscosité du miel. Donc, on voit bien à quoi correspond donc ici cette viscosité qui va permettre d'obtenir facilement un verre. Vous voyez, critère pour former un verre, c'est une viscosité élevée à la température de fusion. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était possible d'obtenir des verres métalliques. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez que compte tenu de la faible viscosité d'un métal à la température de fusion, eh bien, pour obtenir les verres métalliques, il va falloir refroidir très rapidement. Alors, je vais vous donner l'ordre de grandeur. Hein. Donc, pour obtenir un verre métallique, eh bien, la vitesse de refroidissement, c'est à peu près donc 10 puissance 6 degrés par seconde. Et c'est uniquement dans ces conditions que pour certains métaux, alors on verra peut-être plus tard que ce sont uniquement des mélanges de métaux, eh bien on va pouvoir obtenir un verre métallique. Donc vous voyez que plus en fait un mélange est peu visqueux, plus la trempe devra être donc très forte, c'est-à-dire diminuer très rapidement, donc ici, la température donc, du mélange ici liquide. Alors, il y a un dernier donc, document à regarder hein, avant de voir ensemble un petit exercice. Eh bien, c'est donc la différence entre un verre et un composé cristallisé quand on diminue la température. Donc, vous voyez apparaître une courbe où j'ai représenté, par exemple, l'évolution donc du volume en fonction de la température ou de l'enthalpie en fonction de la température. Donc, on va partir du liquide. Je vais prendre le rouge. Donc, on part du mélange liquide. On refroidit et si je fais un refroidissement lent, eh bien, en fait, le liquide va recristalliser. Donc, va suivre ce trajet. Donc, ça, c'est lorsqu'on a un refroidissement lent. Par contre, si en fait j'ai un refroidissement rapide, alors je vais le mettre d'une autre couleur, refroidissement rapide, eh bien, vous voyez qu'on va continuer à conserver un état liquide en dessous de la température de fusion. Donc, on va dire qu'on a un liquide surfondu. La surfusion, c'est lorsque on conserve le liquide à une température inférieure à la température de fusion. Donc ça, c'est lorsque vous avez un refroidissement rapide. Alors, si en fait on continue à diminuer la température, vous voyez qu'on a un changement de pente à ce niveau.
Et le changement de pente, eh bien, il va se produire à ce qu'on appelle la température de transition vitreuse. Et on va passer du liquide surfondu au verre. Donc, le verre, c'est vraiment un solide, alors que le liquide surfondu, ça sera quelque chose d'intermédiaire entre le solide et le liquide. Notamment, il pourra se déformer. Donc, tout le monde connaît TG. Alors, je vais peut-être l'écrire. C'est la température de transition vitreuse. Alors, je l'écris ici. Transition vitreuse. Alors, voilà. Donc, vous voyez, à la transition vitreuse, donc en thermodynamique, on dit que l'on passe du liquide surfondu, métastable, donc au verre, donc au matériau, donc solide. Alors, on peut également, plutôt que de regarder le volume, on peut regarder l'enthalpie. Donc ici, si je regarde à nouveau la courbe rouge, à quoi correspond le saut que je fais apparaître? Qu'est-ce que ça représente? En thermodynamique, donc on passe du liquide au cristal, donc une variation d'enthalpie, donc c'est un delta H, variation d'enthalpie. Et ici, quand on passe du liquide au solide alors thermodynamiquement stable, qui est le cristal, eh bien, on va voir la fusion. Donc, on va avoir donc ce phénomène ici, donc qu'on appelle transition du premier ordre, donc quand on a une variation d'enthalpie. Alors maintenant, si je regarde au niveau du verre, vous voyez, il n'y a pas de saut d'enthalpie. Par contre, il y a une variation de pente. Donc la pente, c'est la variation de l'enthalpie avec la température. Donc, c'est d de H sur dt. Est-ce que vous savez, je ne sais pas si vous avez vu un cours de thermodynamique, à quoi correspond d de H sur dt? Est-ce que vous savez à quelle grandeur correspond ici dH sur dt? Alors, je pourrais également l'écrire d de Q sur dt. Est-ce que vous savez ce que ça représente en thermodynamique? Non? C'est ce qu'on appelle la capacité calorifique. J'attends que ça apparaisse. Donc, CP, capacité calorifique. Donc, vous voyez, en fait, qu'au niveau du verre, de la transition vitreuse, on va avoir une variation de capacité calorifique. Par contre, on n'aura pas de phénomène thermique, ni absorption, ni émission de chaleur. Au contraire de la fusion, qui est un phénomène où il apparaît donc un terme delta H. Donc voilà en fait comment on peut définir, donc à l'aide de ces courbes,
volume en fonction de la température ou enthalpie en fonction de la température, comment on peut définir donc ici le passage du liquide au verre et la différence par rapport au passage du liquide au cristal. Donc, tout est lié à la vitesse de refroidissement. Et bien sûr, au mélange que vous avez choisi. Pour certains mélanges, on ne pourra jamais en fait obtenir un verre. Donc, on ira toujours vers le cristal. Et dans certains cas, on peut obtenir un mélange. Donc, on va arrêter ici la partie cours et on va donc regarder donc les exercices. Donc là, je vais changer donc le fichier. Donc, je vais faire apparaître le texte du TD. Donc, vous voyez que on va parler ici de la synthèse d'un verre de borate, les grands A. Donc, on va voir quelles sont les matières premières utilisées. Et puis ensuite, on va essayer de discuter sur la structure du verre, notamment lorsque on ajoute ici Na2O, qui est un oxyde modificateur. Donc là, je vais utiliser un tableau blanc, comme ça on va pouvoir faire l'exercice donc ensemble. Donc je ne sais pas si vous avez pu imprimer le texte du TD. Si vous l'avez uniquement à l'écran, ce sera un petit peu plus difficile, mais bon, je vais essayer de tout réécrire pour que ça soit plus facile de suivre. Donc ici, donc on va s'intéresser donc au verre de borate. Donc, dans ce verre de borate, donc, on aura en fait de l'oxyde de bore, B2O3, et en fait, un oxyde alcalin qui est ici, donc Na2O. Donc, voilà en fait le verre que l'on veut obtenir. Alors, au niveau de la composition, souvent, eh bien, on fait apparaître les fractions molaires, donc sous la forme 1 moins X, B2O3 et X, Na2O. Donc, X, c'est ce qu'on appelle la fraction molaire. Donc, on va essayer de trouver quelle est la valeur de X par rapport donc, à un mélange donc, de matières premières. Alors, ces matières premières que l'on utilise, alors, je vais mettre en bleu. Donc, les matières premières, donc ça va être de l'acide borique, H3BO3. Et puis, donc, si vous regardez donc, le texte du TD, on a donc un borate de sodium, donc de formule Na2B4O7. Donc, ce sont les matières premières. Donc ici, on va en fait chauffer ce mélange de matières premières. Et donc, si on chauffe notamment l'acide borique, H3BO3, qu'est-ce que l'on va obtenir? B2O3. Oui. Et puis, quel autre composé va-t-on obtenir? On va obtenir de l'eau. Donc, ici, on peut équilibrer. Alors, soit on écrit 2H3BO3 donne B2O3, et ici, on aura
H2O. Pour Na2B4O7, en fait, c'est comme si on avait un mélange de Na2O et de B2O3. Vous voyez que je peux écrire que c'est Na2O plus alors B2O3 et je peux ici rajouter un 2. Ça me donne bien ici 7 oxygènes, 4 bores et 2 sodium. Donc, on va bien se retrouver avec un mélange de B2O3 et de Na2O. Alors, si on essaie donc de voir comment exprimer la fraction molaire, donc il va falloir calculer un nombre de moles. Alors, je vais faire apparaître ici, avec une autre couleur, le nombre de moles, ici, d'acide borique, que je vais appeler N1, et puis N2, le nombre de moles de Na2B4O7. Donc, N1, c'est donc la masse de H3BO3 sur la masse molaire de H3BO3. Et puis N2, donc c'est bien sûr la masse de Na2B4O7 sur la masse de Na2B4O7. Donc, vous avez en fait les masses molaires qui sont données donc, dans le texte du TD. Donc, ça va nous permettre de déterminer le nombre de moles de B2O3 et le nombre de moles de Na2O. Donc, quelle est la relation entre le nombre de moles de B2O3 et N1 et N2? Vous pouvez me trouver la relation entre le nombre de moles de B2O3 et le nombre de moles N1 et N2. Alors, ce que je peux faire, c'est enlever le 2 ici et puis mettre un demi. Ça revient au même. Donc, une mole d'acide borique donne une demi-mole de B2O3. Donc, je peux écrire ceci. D'accord? Et puis, au niveau du borate, on voit ici que une mole de borate donne 2 moles de B2O3. Donc, ça sera de N2. Et puis, pour le nombre de moles de Na2O, vous voyez qu'il vient uniquement du borate, ici. Donc, on aura directement Na2O égale à N2. Donc, une fois que vous avez les nombres de moles, eh bien, vous allez pouvoir calculer la valeur de X. Alors, par exemple, X Na2O. La définition d'une fraction molaire, c'est le rapport du nombre de moles du composé, donc Na2O, sur la somme des nombres de moles. Donc ici, ça sera N Na2O sur N Na2O plus N B2O3. Donc, je vous laisse faire les petits calculs pour la prochaine fois, pour le prochain cours. Donc, à vous de définir quelle est la valeur de X. Normalement, vous devez trouver une valeur faible parce que, on a vu tout à l'heure, on a toujours le formateur qui est le constituant principal. Alors, justement,
on vous demandait les rôles joués par les oxydes. Donc, B2O3, qu'est-ce qu'on peut dire de B2O3? Donc, si vous regardez donc, le tableau avec les valeurs donc, de Sun, alors, je peux afficher le texte du TD. Vous avez un tableau. Voilà. Donc, vous voyez ici, donc B2O3, 120 kilocalories, donc supérieur à 100. Donc, c'est un formateur. Et puis, bien sûr, on va retrouver donc Na2O donc, dans la fin de la liste. On a déjà vu le rôle de ce composé. Inférieur à 60 kilocalories, donc c'est un modificateur. Donc, on peut repasser donc, sur le tableau blanc. Ici. Et donc, dire que donc B2O3, c'est un formateur. Alors, je vais peut-être le mettre d'une autre couleur, que ça soit plus facile. Donc là, c'est un formateur. Et puis, donc, Na2O, donc un modificateur. Donc, la proportion de modificateurs doit être faible. C'est ce que vous devrez donc vérifier. Alors maintenant, on va regarder donc la structure donc des verres de borate. Alors, pour regarder la structure, on vous a proposé donc là, je vais revenir donc sur le texte du TD. Donc, on vous a proposé d'étudier différentes structures. Alors, je vais remonter ceci. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez donc des structures donc qu'on appelle boroxole, diborate et tétraborate. Et donc, on vous demande donc de trouver ici donc les coordinances du bord dans les 3 structures qui sont proposées. Alors, pour le boroxole, qu'est-ce que vous pouvez donner comme coordinance du bord? Quelle est la coordinance du bord? C'est 3, madame. Oui, c'est une coordinance 3. Et puis, dans les structures diborate et tétraborate, qu'est-ce que vous pouvez voir comme coordinance possible? 3 et 4. Oui, effectivement. Donc, on a un mélange en fait de 2 coordinances pour en fait ces structures, donc tétraborate et diborate. Alors, si vous regardez en fait le texte de l'exercice, donc on vous dit que l'ajout de Na2O donc fait disparaître les unités boroxole qui sont converties en unités tétraborate ou diborate. Donc, ça veut dire que quand on ajoute Na2O, comment va varier la coordinance du bord quand on ajoute Na2O par rapport aux coordinances que l'on vient de voir. Boroxole, on a dit qu'on est en coordinance 3. Et les 2 autres structures, on a coordinance 3 et 4. Donc, ça veut dire que la coordinance du bord va augmenter quand on va ajouter, donc ici, le diborate. Donc, on va ici repasser
donc sur le tableau blanc pour donc voir ensemble donc la structure. Donc je change de page. Donc ici, donc on s'intéresse à la structure du verre. Alors, je vais repasser en bleu. Donc la structure structure du verre. Voilà. Donc, boroxol, on a dit coordinance égale à 3. Et puis, di et tétra donc di et tétraborate, on a Cn égale à 3 ou 4. Donc, quand on part donc, de B2O3 et qu'on ajoute Na2O, donc on va obtenir donc un verre dans lequel eh bien, on va avoir des coordinances 3 et 4. Alors que dans B2O3, donc B2O3 qui correspond en fait à la structure boroxol, ben, on a uniquement des coordinances 3. Donc ça va pour ici ce changement donc, de la structure. Alors, donc comment on peut le schématiser? Donc, du bord en coordinance 3, on peut l'écrire comme ceci. Donc, ce qui est important, hein, souvent, c'est de faire apparaître ici nos oxygènes, donc nos comptants. Et si on ajoute Na2O, donc on va avoir du bord en coordinance 4. Donc, je peux écrire comme ceci. Avec 4 oxygènes. À votre avis, quand vous regardez les structures di et tétraborates, est-ce que l'on a des oxygènes pontants, non pontants ou les deux à la fois? Les deux. Si on regarde à nouveau, quels sont les types d'oxygène que l'on voit dans le di et le tétraborate? On voit les deux, les oxygènes pontants et non pontants. Alors, si je reviens au texte, donc pour le boroxol, on voit bien que chaque oxygène est commun à 2. Et puis si on regarde 4 oxygènes qui sont des oxygènes pontants. L'oxygène pontants. Hein. Ici, vous voyez qu'on n'a pas mis toutes les liaisons, mais vous avez un oxygène qui va être relié à un autre bord. Donc ça, c'est quand on est en coordinance 4. Et puis, si on regarde la coordinance 3, par exemple celui-ci, ben, ça sera la même chose. Il est entouré de 3 oxygènes qui sont pontants. Donc, tous les oxygènes sont pontants dans les structures que l'on a ici présentées. Donc, pas d'oxygène non pontant. Donc ça va nous aider à compléter le petit schéma. Alors, où est mon tableau blanc? Le voici. Donc, tous les oxygènes sont pontants, donc en fait, on peut écrire comme ceci. Donc, oxygène, tous
pontants. Hein, c'est ce qu'on a appelé les BO pour bridging oxygène. Alors maintenant, on va essayer de voir au niveau donc de la charge de l'entité, donc du bord entouré de 4 oxygènes. Alors, à votre avis, quelle va être la charge pour l'entité BO4 et divisé par 2, puisque tous les oxygènes sont pontants. Alors, à votre avis, quelle est la charge de cette entité? -1. Oui, c'est -1, puisque le bord, hein, son nombre d'oxydation est de +3, hein, puisqu'on a l'oxyde B2O3. Donc, on a ici +3. On va écrire +3. Donc, effectivement, on a une charge moins, et donc, il faut équilibrer électriquement avec une charge plus. Donc, ici, alors, si j'écris correctement, donc on avait 2 atomes de bord, donc il en faut 10. Chaque entité de borate ici porte une charge moins équilibrée, un cation Na+. Donc, on a bien 2 Na+, donc on a besoin d'une mole de Na2O. Donc, voilà comment on peut écrire l'équation. Alors, si je complète ici, donc on a Na2O, et donc on vous demandait d'écrire donc l'équation en faisant apparaître les oxygènes pontants et non pontants. Donc, on vient de voir que dans B2O3, tous les oxygènes sont pontants. Donc, on a du bord entouré de 3 oxygènes, tous pontants, donc qui comptent pour 1,5. Et ici, donc, on a l'équivalent de 2 bords, donc 2 BO3 demi. Donc, BO3 demi multiplié par 2, bah, c'est la même chose que B2O3. D'accord? Donc là, on retrouve en fait la formulation du composé, hein, en tenant compte bien, donc, de ces oxygènes partagés. Donc voilà ce que l'on peut dire pour donc, la structure du verre. Donc vous voyez que contrairement à ce que l'on a vu pour le verre de silice, eh bien, donc, le modificateur ne forme pas d'oxygène non pontant. Donc ça, c'est, on peut dire, une anomalie des verres de borate, hein, qui, en fait, ne se comportent pas de manière donc classique. Alors, justement, ben, on va voir quelles sont les conséquences sur les propriétés de cette structure, donc différente de celle donc du verre de silicate. Alors, donc dans le texte du TD, donc on vous dit que, eh bien, quand on ajoute Na2O à B2O3, on voit augmenter la viscosité, on voit augmenter la température de transition vitreuse, alors que pour la silice, eh bien, c'est l'inverse. La viscosité diminue quand on ajoute Na2O. Donc, on va essayer de voir la différence entre ces deux verres. Donc, ici, on voit la comparaison des verres de silicate et de borate.
Donc là, on va rappeler ce que l'on a vu pour les verres de silice. Hein, donc, je vous rappelle, on a donc des oxygènes comptants. Chaque silicium est entouré de 4 oxygènes, hein, puisqu'on a des tétraèdres. Et on a vu que quand on ajoute Na2O, eh bien, on casse les liaisons SiO-Si et on obtient SiO-, SiO-, équilibré avec une charge plus. Et puis, on a toujours nos oxygènes comptant de chaque côté. Alors, au niveau de la viscosité, donc en fait, la viscosité, eh bien, elle diminue quand donc Na2O augmente. Alors, comment en fait peut-on expliquer donc cela? Donc, la viscosité, on peut dire que c'est lié au degré de polymérisation entre les tétraèdres. À votre avis, comment varie la viscosité avec le taux de polymérisation des tétraèdres ou le taux de connectivité des tétraèdres? Si j'écris donc connectivité des tétraèdres, si elle augmente, quelle va être la conséquence sur la viscosité? Si les tétraèdres sont plus connectés, oui. La viscosité va augmenter aussi. Puisqu'en fait, on va avoir donc une connexion plus importante, donc l'écoulement visqueux va être plus difficile. La mobilité donc des chaînes va en fait être diminuée. Donc, connectivité tétraèdre augmente, la viscosité augmente. Donc ici, quand on ajoute Na2O, qu'est-ce qu'on peut dire de la connectivité entre donc les tétraèdres? On voit qu'on coupe les ponts SiO et Si. Donc, on connecte moins les tétraèdres. Donc, ça veut dire qu'on va ici diminuer la connectivité des tétraèdres, donc la viscosité va également donc diminuer. Donc, on voit qu'on a effectivement donc l'explication de la variation de la connectivité et donc de la viscosité lors de l'ajout donc de Na2O. Par contre, vous voyez que la coordinance, elle reste la même. On a une coordinance égale à gauche et à droite. Pas de modification. Alors maintenant, si on regarde le cas du verre de borate. Le verre de borate, donc on a vu que on passe de ceci plus Na2O à des connexions. Donc, je peux schématiser comme ceci. On vient de décrire tout à l'heure. Donc là, la coordinance, on a dit qu'elle augmente. Alors, je vais mettre en rouge. Donc Cn égale à 3 ici, donc Cn égale à 4, même s'il reste du bord en coordinance 3, mais la coordinance augmente. Donc au niveau de la connectivité des tétraèdres, ou la connectivité des polyèdres, si on passe de 3 à 4, comment va varier la connectivité? La connectivité va augmenter.
Ouais, puisque si on a 4 oxygènes donc partagés plutôt que 3, on voit bien qu'effectivement les entités vont être plus connectées et donc ça va avoir pour conséquence une augmentation de la viscosité. Au contraire, ici donc du verre donc de silicate. Donc ici, le fait que la coordinance augmente, alors on va peut-être effacer quelques petites choses pour que ça corresponde à notre lumière. Donc, ici, donc, voilà, donc, on a donc la connectivité qui augmente, puisqu'on passe de 3 à 4. Donc, la viscosité va également augmenter. Et que ce soit la viscosité ou la transition vitreuse, en fait, elles varieront de la même façon. Donc, on aura également la TG qui va augmenter. Ces deux grandeurs, elles varient donc dans le même sens. Donc, mais ici, bon, la connectivité, on voit assez facilement que plus qui est connecté, eh bien, plus la viscosité donc sera élevée et moins l'écoulement donc visqueux sera donc facile. Donc là, on a vraiment donc ce qu'on appelle une anomalie pour les verres de borate, parce que souvent on dit que le modificateur rompt les liaisons du formateur, mais là on voit que ce n'est pas le cas. Donc, on dit qu'on a une anomalie, c'est-à-dire un comportement anormal, ici, donc, pour ce verre. Alors, on va juste ce qu'on appelle, donc, alors, je reviens à mon tableau blanc. Voilà. Donc, on a ce qu'on appelle, donc, alors, je vais l'écrire, si j'arrive à trouver un petit pointeur. Alors. Voilà. Alors, je vais changer de couleur. Voilà, en vert, ça va bien. Donc, c'est en... Alors, je reviens, pardon, mauvaise manipulation. Je reviens au tableau blanc. Voilà, donc c'est là anomalie des verres de borate, parce que le modificateur ne rompt pas les liaisons du formateur. Alors, pourquoi il veut toujours me faire revenir sur le fichier. Voilà. Donc, anomalie des verres de borate, c'est-à-dire qu'on n'a pas donc modificateur. Bon. Alors, le verbe rompre, c'est casser. R-O-M-P-T ne rompt pas les liaisons du formateur. Alors que ça, c'est le cas dans la plupart des verres, notamment donc les verres de silicate. C'est pour ça qu'on parle d'une anomalie, donc comportement anormal. Donc
de ces verres, donc ici, donc de bois. Donc voilà pour ici donc ce premier exercice qui montre effectivement à la fois la synthèse d'un verre avec des matières premières qui peuvent être différentes des oxydes, et puis l'influence vraiment de la structure sur les propriétés donc physiques des verres, notamment au niveau de la viscosité et au niveau donc de la transition donc vitreux. Donc on va pas commencer une autre partie donc de cours, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc vous pourrez juste faire le petit calcul donc pour connaître la composition donc du verre. On a mis en place les équations. Et donc là, la prochaine fois, donc ça sera lundi à 13h heure française. Donc je ne sais pas quelle heure il sera au Vietnam. Donc on continuera donc l'étude, notamment donc sur la durabilité chimique et sur la viscosité. Donc on verra donc comment on peut donc mettre en équation donc la variation de viscosité avec la température. Et puis on verra également l'aspect durabilité, quelles sont donc les réactions qui se passent lorsqu'on va mettre un verre en contact avec de l'eau, soit en milieu acide ou en milieu basique. Donc voilà pour ce premier cours. Donc surtout si vous avez des questions, vous pourrez les poser donc la semaine prochaine. Vous pouvez également m'envoyer un mail. Je ne sais pas si vous avez mon adresse mail. Je pense que j'ai dû le mettre sur le premier document de cours. Alors, je vais juste vérifier. Alors, est-ce que je l'avais fait apparaître? Juste au début. Alors, ça, pardon. Pour mettre un autre. Voilà. Oui, vous voyez, vous avez mon adresse mail. Alors, je vais partager. Voilà, ici. Partager. Voilà. Ah, décidément, il n'a pas mis au bon endroit. Alors, est-ce que je peux le faire remonter au début? Alors, ça va être un petit peu long. Je recommence et je ne vais pas le mettre en diaporama. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez mon adresse mail, brigitte.boulard@univ-lemans.fr. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et puis j'y répondrai, ou soit vous les poserez oralement au prochain cours, comme vous le souhaitez. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ici, en France, il est encore 16h, donc il fait encore jour. Donc, nous, on est encore donc, dans l'après-midi. Donc, bonne soirée à vous et donc à lundi. Au revoir à tous. Merci, madame. Madame. Au revoir. Madame, en fait, Oui. une question. Oui. Et la température de fusion augmentera-t-elle si la connectivité augmente? A priori, elle peut effectivement augmenter, mais il y a quand même aussi l'aspect énergie de liaison qui va quand même donc peut-être faire varier cette température. Donc, il faudrait vraiment regarder. J'essaierai de trouver un diagramme binaire entre B2O3 et Na2O pour effectivement voir effectivement l'évolution. Mais a priori, comme vous le dites, on pourrait s'attendre à une augmentation de la température de fusion. Et au cas de ces vitres borates,